Bonjour à tous. Quand on a le pouvoir de tout acheter, comme l'avait la finance apatride grâce au dollar, il fallait encore rendre tout achetable. Dès lors, deux obstacles se dressaient devant eux en 1944, les empêchant de répandre l'économie de marché capitaliste ultralibérale sur le monde et donc de contrôler le monde par la dette. Ces deux obstacles, c'était la Russie soviétique et les nations européennes. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, la stratégie américaine dès 1944 pour contenir les méchants soviétiques, c'était d'utiliser un Reich allemand restauré et sous leur entier contrôle pour les repousser le plus à l'est, les Russes de l'Europe de l'Ouest. Dans cette vidéo, on va voir la stratégie américaine dès 1944 pour contrôler l'ensemble des nations européennes dans le but ultralibéral de casser leur protection nationale pour les ouvrir à la loi du marché mondialisé. Cette stratégie consistait et consiste toujours à utiliser le fédéralisme européen. Et concrètement, chacune de ces deux stratégies a servi l'autre. Alors vous allez voir que les Américains essayèrent d'imposer une Europe fédérale, dont les trois premières tentatives d'ailleurs furent des échecs cuisants, en 49, 51 et 54. Persévérant selon le mot d'ordre de Churchill qui souhaitait la venue, s'il vous plaît, d'un gouvernement mondial, et je le citerai, fondé sur les grands groupements humains existants. Ils retentèrent alors, nos sauveurs américains, sur la base de la seule chose qu'ils avaient réussi à imposer dans le cadre de la réindustrialisation de l'Allemagne, c'est-à-dire la CECA et son approche fonctionnelle. Ils la reprirent pour faire passer en force, faut-il le préciser, le traité économique, c'est-à-dire le traité de Rome, pour aboutir, après nombre de coups tordus et de coups de canif dans la Constitution et la démocratie, à ce qui nous pend au nez pour bientôt une Europe fédérale, vendue comme la panacée par tous les traîtres et les idiots utiles. Alors j'anticipe, mais ça vous aidera à comprendre en substance. Donc vous voyez, on a voulu nous faire avaler le fédéralisme à l'américaine, d'abord et d'un seul coup, en 1949, en utilisant le Conseil de l'Europe, qui est une institution internationale centrée sur les droits de l'homme et qui n'est pas supranationale comme l'autre parasite. Mais ça n'a pas marché. Ils ont retenté de nous la refourguer ensuite leur Europe fédéraliste en 51 en utilisant la communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, versant économique, et puis la communauté européenne de défense, la CED, versant militaire, chapeauté les deux par le Conseil de l'Europe, qu'ils souhaitaient voir se transformer en autorité politique européenne unique, avec donc disparition des gouvernements de tous les États d'Europe, et ça n'a pas marché. Ils ont alors dégagé de leur stratégie le Conseil de l'Europe pour le remplacer par une autre autorité, la Communauté politique européenne, la CPE, mais la CED a capoté et tout est tombé à l'eau. Ils ont alors réutilisé la seule chose qui avait marché, l'approche d'intégration sectorielle initiée par le traité de Rome qui se résume par on commence par vous bouffer le doigt avant de vous bouffer le bras. Cette stratégie avait l'avantage, malgré tout et à défaut, pour les Américains d'ouvrir les perspectives quant à la réalisation progressive de la mondialisation de l'économie de marché capitaliste ultralibérale. Vous savez, celle qui met les poules et le renard ensemble dans le même poulailler, sans protéger les poules, sans contrôler le renard, au nom hypocritement du libéralisme, dans le seul but, bien sûr, que le renard de la finance apatride bouffe les poules nationales. Bref, au total, les Américains imposèrent ou tentèrent d'imposer leur volonté hégémonique par plusieurs éléments depuis la Deuxième Guerre mondiale. Voyons ça, on peut citer entre autres en 1944 l'AMGOT. Ils avaient déjà et notamment, les Américains, dès le débarquement, voulu coloniser les territoires européens en instaurant un gouvernement militaire allié des territoires occupés. AMGOT en anglais. L'appellation est assez claire, territoire occupé, et par la suite on va voir que dans leur esprit c'était occupé par eux. Ce gouvernement américain en Europe était composé d'officiers américains et anglais, bien entendu, anglais, c'est toujours cul et chemise entre anglo-saxons, chargés d'administrer les territoires libérés pour assurer un fonctionnement de l'administration en attendant l'établissement d'un gouvernement légitime qui aurait été légitime à n'en pas douter que s'il eût été à leurs yeux. À ce titre, les États-Unis avaient concocté une monnaie nationale ad hoc pour chaque pays occupé, la Norvège, Danemark,
Pays-Bas, Luxembourg, Belgique, Italie, la France. Toutefois, l'armée américaine en France n'eut pas le temps de mettre en place et d'écouler sa fausse monnaie, De Gaulle et la résistance les ayant pris de court. Celui-ci bénéficiait alors d'une légitimité nationale qui obligea Franklin Delano Roosevelt à reconnaître le gouvernement provisoire français quelques mois plus tard, en octobre 1944. Le GATT ensuite, suite aux accords de Bretton Woods, le GATT est créé en 1947. Il visait à instaurer une convention, un code de bonne conduite ultralibéral et multilatéral, en libéralisant les échanges par l'abaissement des droits de douane et la réduction des restrictions quantitatives ou qualitatives aux échanges. Là encore, c'était le code du renard en liberté dans le poulailler. Donc, en résumé, ça disait « laissez-moi vous bouffer le cul ». Vous m'avez compris, ces accords visaient à instaurer des mécanismes ingénieux d'abaissement des droits de douane, continus par un effet de cliquet non-retour, la consolidation d'abord, en vertu de laquelle il est interdit de réaugmenter les droits de douane après les avoir baissés, la clause de la nation la plus favorisée, selon laquelle un avantage conféré à un membre doit être étendu à tous les autres membres, la clause du traitement national, selon laquelle aucun pays ne doit discriminer les entreprises étrangères au niveau de la fiscalité et des normes. Alors désolé d'entrer un petit peu dans le détail, je sais, c'est chiant, mais le diable s'y cache toujours, comme on dit. Ces accords visaient également à obtenir la suppression de toute limitation quantitative à l'import-export. D'abord l'interdiction des quotas ou des contingents, ensuite l'interdiction du dumping ou des subventions à l'exportation, sauf exception, et enfin il privilégiait un règlement amiable des différends. Mais les États-Unis, si dominants qu'ils furent, ne purent s'opposer à maintes dérogations qui en limitèrent à ces accords de beaucoup la portée. Comme d'abord la clause de sauvegarde, autorisant à relever les droits de douane pour les exportations naissantes, les restrictions quantitatives autorisées en cas de déficit grave de la balance des paiements notamment, un système généralisé de préférence envers les pays en voie de développement pour contrer la clause de la nation la plus favorisée. La possibilité d'instaurer aussi des zones de libre-échange ou d'union douanière, à condition toutefois que cela ne crée pas d'entrave ni de préférence à l'égard des pays tiers et que les barrières internes à ces blocs commerciaux soient totalement supprimées pour tous les échanges. Le plan Marshall qu'on peut citer ensuite, dont j'ai déjà parlé précédemment, donc je vais réexpliquer de manière plus détaillée sous l'angle d'actes de conquête américains, non pour contrer la méchante Russie soviétique, mais sous l'angle on va casser les États-nations pour imposer un système ultralibéral qui n'est en fait que celui du seigneur en son fief. Le président américain Harry Truman mit en œuvre, lui, le plan Marshall, refusé bien entendu par les pays de l'Est sous influence soviétique, visant la reconstruction des pays européens ravagés par la Seconde Guerre mondiale, mis en œuvre entre 48 et 51 à l'aide de dons et de prêts. Ce plan. Bien évidemment, outre le réarmement allemand évoqué dans la précédente vidéo, les Américains exigèrent en contrepartie des pays recevant l'aide d'embrasser l'économie de marché globalisante, d'acheter exclusivement d'abord du Made in USA. L'Europe devenait ainsi le gros client des Américains et se faisait pénétrer par la culture américaine qui allait gagner les populations et donc aussi les élites des pays conquis. Et enfin, les dettes que ceux-ci contractaient en recevant l'aide devaient être émises en or ou son équivalent en dollars, puisque suite aux accords de Bretton Woods de 1944 était consacrée la suprématie du dollar, seule monnaie convertible en or. Le sous-titre c'est « Donnez-nous tout le gâteau ». Autre acte de conquête impérialiste par les Américains, et non des moindres, tout au niveau de l'ampleur, la pénétration qu'au niveau de la postérité totalement absurde. Vous l'avez deviné, la création et l'essor du mouvement européen en vue de la création d'une Europe fédérale. L'UEF, l'Union européenne des fédéralistes, fondée en 1946, participa avec le United Europe Movement de Winston Churchill à l'organisation du congrès de La Haye le 7 mai 1948, dont celui-ci était président, où il affirmait notamment leur dessein politique assez fédéraliste, page 4,
Nous devons faire l'impossible pour susciter, pour unir les grands groupements régionaux qu'il est en notre pouvoir d'influencer, et nous devons nous effacer en accomplissant notre devoir avec patience et fidélité de prévoir le jour où il existera un gouvernement mondial effectif ayant pour base les principaux groupements humains, ainsi pour nous et pour vous, ceux qui partagent notre civilisation et notre désir de la paix, pour tous ceux qui placent leur espoir dans l'instauration d'un gouvernement mondial, il n'y a qu'un seul devoir et qu'un seul mot d'ordre, persévérance. Vous vous rendez compte ? De cette réunion naîtra le mouvement européen d'inspiration totalement fédéraliste et le Conseil de l'Europe qui sera créé en mai 1949 par le traité de Londres suite à une proposition Schuman conçue initialement dans son petit cerveau comme un tremplin vers le fédéralisme. En 2000, un journaliste, un seul, vous me direz, Ambroise Evans Pritchard du Daily Telegraph, journal anglais, s'est donné la peine d'aller consulter les archives américaines fraîchement déclassifiées et sorti un article le 19 septembre 2000 intitulé « Des fédéralistes européens financés par des chefs de l'espionnage américain ». Article dans lequel il raconte notamment que traduction faite, des documents déclassifiés du gouvernement américain montrent que la communauté du renseignement des États-Unis a mené campagne dans les années 50 et 60 pour créer une dynamique en faveur de la construction européenne. Le principal outil de Washington pour façonner l'agenda européen, c'était l'American Committee for United Europe, l'AQE. Ces documents montrent que l'AQE a financé le mouvement européen, la plus importante organisation pro-européenne des années d'après-guerre. Les dirigeants du mouvement européen, Ratzinger, le visionnaire, entre guillemets, Robert Schuman et l'ancien premier ministre belge, Paul-Henri Spaak, étaient tous traités comme des mercenaires par leurs commanditaires américains. Ça vous choque pas ? Eh ben moi non plus. Voyons maintenant comment ils ont fait preuve de persévérance, nos sauveurs américains, pour imposer les États-Unis d'Europe, ou plutôt l'Europe des États-Unis. D'abord en 1949, première tentative d'Europe fédérale en passant par le Conseil de l'Europe. Les fédéralistes de l'UEF s'étaient acharnés à faire triompher leur cause devant le Conseil de l'Europe, notamment en menant campagne pour un pacte fédéral entre les États. Et la construction européenne avec les traités CK, Euratom de Rome, Maastricht, Amsterdam, Nice, Lisbonne, etc., c'est deux choses différentes. Le Conseil de l'Europe, c'est une institution internationale qui a produit la Convention européenne des droits de l'homme. C'est pas comme la CE devenue UE, qui est un machin intégrationniste supranational. Alors cette campagne de l'UEF était en train de mourir d'elle-même. Le comité des ministres du Conseil de l'Europe, composé des ministres des Affaires étrangères, refusa d'envisager un quelconque changement des statuts tendant vers une autorité européenne supranationale le 5 novembre 1949, contrariant le mercenaire Schuman. On s'est ramassé une fois, c'est pas grave, persévérance, comme disait Churchill. Deuxième tentative en 1951, d'Europe fédérale, toujours en passant par le Conseil de l'Europe. Les mentalités n'étaient pas assez préparées. Dès lors, les Américains, avant d'abandonner l'idée de faire une Europe fédérale en passant par le Conseil de l'Europe, creusèrent l'option plus à fond, et du coup, ils intensifièrent la propagande pour manipuler l'opinion conformément à leur visée stratégique, et fut donc adoptée une résolution politique en ce sens par le comité central de l'UEF à Paris le 22 avril 50. Ainsi pour l'UEF, le travail passait maintenant par un vaste mouvement de propagande. Il fallait donc créer une dynamique fédérale qu'on peut décomposer en 4 actes. Acte 1, manipulation de l'opinion. Alors, je vais vous citer un paragraphe de l'article de l'historien Bertrand Vessière, du plan Schuman à la communauté politique européenne, quand l'Europe s'annonçait fédéraliste, 50-54, l'histoire d'un malentendu. La confiance affichée en la bonne volonté de l'opinion européenne s'appuie, dit-il, sur les résultats des sondages, en particulier celui d'Eric Stern, commandé par le mouvement européen, dirigé et financé par les Américains, entre janvier et juin 51 et effectué auprès de 23 000 personnes en France, en Italie, en Belgique, au Danemark, au Luxembourg, en Suède, en Suisse, en Autriche, en Norvège, aux Pays-Bas, en Allemagne occidentale et en Grande-Bretagne.
Les résultats sont très favorables à l'Union européenne dans chacun de ces pays. La bonne blague. Vous imaginez les Américains qui finançaient le mouvement européen se tirer une balle dans le pied en publiant des sondages catastrophiques pour la cause qu'ils défendaient avec acharnement. Ensuite, deuxième acte, une approche fonctionnelle et dépolitisante pour commencer. La stratégie américaine, brillante, faut le préciser quand même, et pragmatique pour le coup, s'est ensuite développée de façon à parer au plus pressé la réindustrialisation et le réarmement allemand. Ainsi, à ce moment, ils propulsèrent Schuman et Monet au devant de la scène. Le 9 juin 1950, Schuman et Monet prennent tout le monde de court, et en premier lieu les politiques français, fonctionnaires français, etc., dont la mâchoire est tombée par terre, ont fait une déclaration restée connue sous le nom de la déclaration Schuman, qui proposait l'idée de la mise en commun de la production franco-allemande du charbon et de l'acier dans sa totalité placée sous une haute autorité. La surprise était totale. En effet, Monet, dans ses mémoires, indique que 9 personnes au total étaient dans le secret de cette déclaration. Nous étions bien résolus, dit-il, à mener toute l'opération en dehors des voies diplomatiques officielles. Le secret fut total à une exception près. Cette exception, c'était comme par hasard le secrétaire d'État américain Dean Acheson. En même temps, le commanditaire est souvent au courant. Cette proposition devint immédiatement celle du gouvernement français, adepte du baissage de culotte pour sauvegarder la face, si je puis dire, et Monet en fut nommé négociateur en chef dès le 20 juin. Monet qui avait été imposé, je l'ai raconté dans une vidéo précédente, dans une guerre antérieure par la JP Morgan, faut-il le préciser. Schuman, en récidiviste, et comme indiqué dans la vidéo précédente, lors d'une réunion de l'OTAN à New York le 16 septembre 1950, donna son accord de principe au réarmement allemand et la mise en place d'un calendrier, le projet français de CED, transposition pure et simple de la technique du plan Schuman charbon-acier au domaine militaire, fut adopté en Conseil des ministres le 8 octobre 50. Ce projet de CED devint le plan Plévin, comme je l'ai expliqué. Acte 3, lancement de la propagande pour la Constitution européenne afin de chapeauter la CK et la CED. Les fédéralistes réunis à Strasbourg du 20 au 23 novembre 50 avaient lancé un appel convoquant dans les plus brefs délais une assemblée constituante européenne chargée de l'élaboration d'un projet de pacte d'union fédérale. Et dès la signature du traité de Paris établissant la CK, le 18 avril 51, une conférence fédéraliste se réunit à Lugano, 18 au 20 avril 51, réunissant 60 personnalités issues de 11 pays, et elle élabora un texte en faveur d'une constitution européenne. Ce projet, dans la foulée, fut expédié par l'UEF à plus de 4000 parlementaires en Europe, dont tous les candidats aux élections législatives françaises, à l'exception des communistes, accompagnés d'une lettre ouverte contenant la formule type « Je sous-signé, candidat aux élections législatives dans le département 2, m'engage formellement à promouvoir et à soutenir, tant auprès du Parlement que du gouvernement français, les actions ayant pour but la réunion dans un délai aussi bref que possible d'une assemblée constituante fédérale européenne destinée à rédiger un projet de pacte d'union fédérale soumis à la ratification des États. » Cet envoi eut des retombées importantes. Une résolution du comité central de l'UEF, réunie à Paris le 5 et 6 juillet 51, affirmait avoir obtenu l'engagement formel de 106 députés de la nouvelle Chambre française et de 50 sénateurs en faveur d'une initiative française pour la convocation d'une constituante fédérale européenne. Le 6 juillet, Robert Schuman déclara « La France proposera, au moment venu, la création d'une organisation politique européenne ayant une autorité supranationale pour la formation d'une politique étrangère commune. » Alors, question piège maintenant, quel grand fédéraliste européen a dit « Rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que des États d'Europe occidentale ont décidé, dans une ville d'Europe, disons Luxembourg, de désigner des délégués responsables avec le mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe, de désigner la capitale, etc. et qu'à partir du 1er janvier 52, l'Europe occidentale fonctionnera comme fédération.
aucune décision ne pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons. Qui est ce grand Européen convaincu ? Eh bien, je vous le donne en mille, ce grand Européen convaincu, c'est le général américain Eisenhower, futur président des États-Unis de 53 à 61, alors commandant suprême à cette époque des forces alliées en Europe, du 2 avril 51 au 30 mai 52, résidant au grand quartier général des puissances alliées en Europe, et c'est lui qui enjoignait aux pays membres de mettre à disposition des commandements de l'OTAN tout ou partie de leurs forces, établies à Rocancourt, près de Paris. Et oui, ça pète en bouche. Déclaration parue dans Paris Match. Acte 4, envoi au Conseil de l'Europe d'une proposition de recommandation tendant à l'institution d'une autorité politique fédérale européenne. Manque de chance encore une fois pour les fédéralistes, le Conseil de l'Europe la repoussa par 47 voix contre 41 grâce au vote des représentants scandinaves et britanniques. Ça a merdé en 49, ça a merdé en 51, pas de problème, on va finir par la leur mettre, cette Europe fédérale, se disait Washington. 52 à 54, troisième tentative d'Europe fédérale, la communauté politique européenne. L'idée ici, c'est qu'au lieu que le Conseil de l'Europe chapeaute la CK et la CED, ça serait une autre créature, la communauté politique européenne, qui chapeauterait. Alors, après l'échec du 29 novembre 51, les fédéralistes reprirent confiance grâce au discours d'Alcide de Gasperi, cofondateur de l'Union des fédéralistes européens avec Altiero Spinelli, et avoir le timing grand ami des Américains à l'Assemblée de Strasbourg le 10 décembre. Celui-ci proposait l'insertion dans le traité CED d'un article 38 prévoyant l'élaboration d'une structure fédérale ou confédérale dans les 6 mois, apte à encadrer le projet initial de défense européenne, c'est-à-dire la création d'une véritable autorité politique européenne. Le 11 décembre 51, Paul-Henri Spaak démissionne de la présidence de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, se désolidarisant à son tour d'un Conseil de l'Europe définitivement bloqué, c'est-à-dire qui ne pouvait plus être utilisé pour faire bouffer tout le saucisson fédéral d'un coup aux peuples européens. Cette idée, l'article 38, ravissait les Américains qui la firent intégrer au traité instituant la CED, signé le 27 mai 52 à Paris, puisque le 31 janvier 52, le sénateur américain Fulbright déposait la résolution suivante au Sénat. Il va dans le sens du Sénat américain d'encourager l'appel à une convention pour la Constitution européenne pour mettre en place les structures fédérales d'une politique fédérale européenne à la date la plus proche. Il va dans le sens du Sénat que le gouvernement proclame dès maintenant son intention de coopérer avec n'importe quel gouvernement fédéral européen qui puisse voir le jour. Résolution elle-même encouragée par Eisenhower de manière officielle. Ça va, tu la sens bien, Europe, la Vierge kidnappée par Zeus déguisée en taureau ailé. Pour leur apporter son soutien officiel, le candidat au poste de président des États-Unis, Eisenhower, fit une visite dans les locaux du mouvement des fédéralistes européens via Del Corso à Rome le 6 mai 52. L'institution d'une véritable autorité politique européenne n'était plus qu'une question de mois, car dans la foulée, une proposition franco-italienne vit le jour le 23 juillet 52 en faveur d'une communauté politique européenne. Dès l'automne 52, alors que le traité n'était pas ratifié, pas encore, l'Assemblée parlementaire de la CK décide unilatéralement d'appliquer l'article 38 de la CED sans en avoir reçu mandat, donc illégalement, puisque celle-ci n'est pas ratifiée et donc totalement inapplicable. Cette assemblée de renégats donc prit le titre d'assemblée ad hoc et désigna une commission chargée d'élaborer les propositions constitutionnelles pour un État fédéral européen, écartant la possibilité dès lors tout de suite d'une confédération, pourtant prévue à l'article 38, et pondit au final un projet de constitution européenne. Je sais, c'est plus chiant que de se faire arracher les molaires, mais sans en passer par là, on ne peut pas comprendre notre époque et l'entubage profond dont nous sommes tous victimes. Et vous remarquerez qu'ils ne savent même pas qu'ils sont ridicules, ces minables petits chiens de mange-peuple qui n'hésitent pas à enfreindre les lois qu'ils ont pourtant eux-mêmes posées pour coller au calendrier imposé par leur maître, en remuant la queue s'il vous plaît, et en attendant la petite tape sur la tête et le bon gros nonos.
Alors, après la remise du projet de constitution européenne aux différents gouvernements des six, le 10 mars 53, les fédéralistes attendaient impatiemment le résultat des négociations. Manque de chance pour eux encore une fois, le contexte international se décrispait. Mort de Staline, politique soviétique de coexistence pacifique, fin de la guerre de Corée, débandade en Indochine. Leur argument selon lequel il fallait faire l'Europe pour éviter l'apocalypse, celui-là même que l'autre excité ressortait en 2007 pour faire passer le traité de Lisbonne, tombait ainsi à l'eau, les parlementaires enterrèrent la CED le 30 août 54 et avec elle la CPE fédéraliste. Ça a merdé en 49, ça a merdé en 51, ça a merdé en 54, c'est pas grave, on va finir par vous la mettre, l'Europe fédérale en plein, dans la Constitution. D'où la quatrième tentative de création d'une Europe fédérale par le traité de Rome de 1957. De l'idée d'un marché commun aux négociations. Avec la complicité du traître Jean Monnet, Jean Pognon pour les intimes, l'un des inspirateurs de la CECA, les trois pays du Benelux proposent le 23 avril 55 de créer d'une part une communauté de l'énergie atomique Euratom et d'autre part un marché commun. Le gouvernement français baissa encore la culotte, comme à son habitude, et se tint le 1er et 2 juin 55 à la conférence de Messrine en Sicile, réunissant alors les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et des trois pays des Benelux. Si les dirigeants de la France ne sont alors pas contre l'idée d'un programme nucléaire commun, en revanche, ils ne sont guère enthousiastes, électoralement parlant, à l'idée d'un marché commun car son économie, à la France, est largement étatisée, agricole et protectionniste. Finalement, les six se mirent d'accord pour poursuivre l'établissement d'une Europe unie en mettant en place un comité présidé par le Belge Paul-Henri Spaak chargé de rendre un rapport sur le sujet. Sur la base de son rapport, le 26 juin 56 s'ouvrent les négociations en vue de la création des traités créant Euratom, la communauté de l'énergie atomique, et le marché commun, l'Allemagne exigeant alors que les deux traités soient négociés et signés ensemble afin d'obliger Paris à accepter le marché commun. Dans le cadre de ces négociations, Paris obtint la mise en place d'une politique agricole commune, la mise en place d'institutions le moins supranationales possible avec un rôle central du Conseil des ministres, décidant en dernier ressort et à l'unanimité, au moins dans un premier temps. Ce dernier compromis s'est révélé totalement désastreux avec l'effet du temps, comme je vous le dirai après. Le président du Conseil, le socialiste Guy Mollet, de l'aveu même de Robert Marjolin, l'un des négociateurs de ce qui allait devenir le traité de Rome, doit faire face à l'hostilité de la majorité de ses ministres, quasi-totalité de l'administration et des larges secteurs de l'opinion. Gouverner contre le peuple, lui asséner la vérité, vérité officielle, jusqu'à ce qu'il comprenne enfin de quoi on cause, c'est décidément une vieille habitude française. Dès lors, ça ne vous étonnera pas, le Guy Mollet n'hésita pas à passer en force. Se sentant comme contraint par la situation internationale à sauver la face à cause de l'enlisement du conflit algérien et l'évacuation forcée du canal de Panama nationalisé par le colonel Nasser, événement qui lançait selon lui le signal au monde entier que la France n'était pas une grande puissance, d'autant que le péril communiste utilisé délibérément depuis 1948 par les fédéralistes revenait alors au premier plan avec l'écrasement de la révolution hongroise par les troupes soviétiques, et bien, il sentit que la seule façon d'effacer ou du moins d'atténuer l'humiliation que la France venait de subir était de baisser la culotte, de conclure rapidement un traité européen. Il a jeté tout son petit poids dans la balance et la fit pencher du bon côté, déclarait Marjolin. Voyons maintenant la signature du traité de Rome. Le traité instituant les communautés économiques européennes fut signé le 25 mars 57. La date n'a rien d'anodin, ni le lieu. Le 25 mars est le jour de la fête de l'Annonciation qui commémore l'apparition de l'ange Gabriel à Marie de Nazareth, selon la narration que saint Luc nous en fait
au chapitre 1er de son évangile. De même que l'Annonciation, dont la date est fixée 9 mois avant Noël, se veut la promesse d'un monde nouveau, qui surgira avec la venue du Sauveur. De même, le traité de Rome se veut l'annonce d'une Europe nouvelle qui renaît des cendres de la guerre. Le lieu, ensuite, les membres fondateurs de la communauté européenne signent le traité dans les salons du palais du Capitole, de même que Charlemagne se rend à Rome pour s'y faire couronner. De même, il fallait que ce soit là que les 6 signent le traité fondateur. Aux origines du traité de Rome, 25 mars 2017, Dominique Delabarre. Voilà pourquoi l'Union européenne accorde tant d'importance à son prix Charlemagne, qui récompense ceux qui œuvrent le plus pour le fédéralisme. Et là, je vous remets ce que je disais dans la vidéo « L'Union européenne, un empire ultralibéral » à 4 minutes 35. Je précise que ce qu'on entend par Europe, il n'y a rien de plus flou. Au début, c'était la Grèce continentale, comme nous l'apprend l'hymne homérique à Apollon vers -600 avant Jésus-Christ. C'était méditerrano-centrique et fluctuant selon les géographes grecs et latins qui a inventé aussi l'Asie et l'Afrique en fonction des mers et des fleuves, et ça s'est dessiné, redessiné en contre-jour des expansionnismes perses avec les guerres médiques, romains, barbares ou sarrasins, avant de devenir une idée d'unification géopolitique du continent sous Charlemagne. Donc c'est un territoire variable selon les appétits politiques du moment. Les ministres des Affaires étrangères des 6 pays membres, Belgique, donc France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Allemagne, RFA, signent à Rome les traités constituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté économique européenne, la CE. L'objectif de cette dernière est de créer un marché commun et de supprimer les barrières douanières entre les pays membres. Il est prévu que la CE soit régie par plusieurs institutions, la commission qui veille au respect du traité et tient un rôle d'exécution, le Conseil des ministres, rassemblant selon les sujets les ministres des États membres, et puis l'Assemblée et la Cour de justice qui sont également chargés de la CECA et de l'Euratom. Le traité de Rome entre en vigueur alors le 1er janvier 58. De 58 à 67, Walter Hallstein, un intellectuel nazi devenu ministre des Affaires étrangères de la RFA, s'il vous plaît, fut le premier président de la Commission européenne de 58 à 67. Il fut parachuté ensuite pour bons et loyaux services rendus au poste de président du mouvement européen, toujours financé par Washington. Le contenu du traité de Rome, ensuite. Le traité signé le 25 mars 57 à Rome entend bien fonder la construction européenne sur son héritage impérial et faire de cette construction la destinée manifeste de l'Europe en faisant un espace économique unifié pour commencer. Alors, une petite mise au point s'impose au niveau économique, car sinon on ne sait jamais de quoi on parle, et c'est quand même très important. Le processus engagé par la construction européenne est un processus qui conduit plusieurs économies différentes, distinctes, à former un seul espace économique dit européen. Dès lors, il faut comprendre la gradation que ce genre d'accords régionaux, passés entre plusieurs pays, peuvent mettre en place en termes d'intégration plus ou moins poussée. De manière générale, on parle de zones de libre-échange lorsque des pays tentent à éliminer les barrières douanières, faisant obstacle, comme ils disent, à la libre circulation des biens et ou des services au sein de la zone qu'ils constituent. Chaque membre conserve cependant ses propres mesures de protection vis-à-vis des pays tiers à la zone. On parle ensuite d'union douanière lorsque les partenaires de la zone de libre-échange adoptent une politique commerciale commune en appliquant les mêmes droits de douane vis-à-vis des pays extérieurs à la zone. Elle est donc plus poussée que la zone de libre-échange. On parle ensuite de marché commun ou marché unique lorsque les pays membres éliminent toute entrave au mouvement de facteurs de production, marchandises, personnes, services et capitaux à l'intérieur de la zone. Cela signifie qu'il n'y a plus d'entrave, entre guillemets, à la libre circulation des capitaux et que les travailleurs peuvent occuper un emploi dans n'importe quel pays de cette zone. Le marché commun est donc plus abouti que l'union douanière. On parle ensuite d'union économique lorsque les pays ayant institué un marché commun conduisent des politiques communes tendant à harmoniser les aspects de leur politique nationale. L'union économique est donc plus poussée que le marché commun.
Ensuite et enfin, vous avez l'Union économique et monétaire qui ajoute une coopération monétaire renforcée qui peut se traduire par la mise en place d'une monnaie commune ou unique et d'une banque centrale qui gère la politique monétaire pour l'ensemble de la zone, de façon indépendante des peuples. On voit donc qu'il y a une graduation. Le traité de Rome du 25 mars 57 met en place un marché commun, comme le rappelait d'ailleurs Philippe Séguin, s'exprimant devant l'Assemblée nationale en 92 à l'occasion de la révision constitutionnelle décidée comme préalable à la ratification du traité de Maastricht par le Conseil constitutionnel. Il disait « Instaurer un marché commun puis un marché unique, voilà tout ce à quoi la France s'était engagée et il n'y aurait rien eu à redire concernant ces engagements-là s'ils ne s'étaient pas développés peu à peu, à force de règlements, de décisions, de directives, tout un droit communautaire dérivé sans aucun rapport avec les objectifs fixés par les traités. De toute évidence se posait un problème d'interprétation des textes, devenant de plus en plus grave au fur et à mesure que la connivence de la Commission, du juge européen et des juges nationaux en venait à imposer aux pays membres la suprématie des textes communautaires. Moins indulgent que lui, je vais vous montrer que le traité de Rome n'est pas dans la lettre ni dans l'esprit d'ailleurs un engagement à minima car tout y est en germe pour créer ce que M. Séguin dénonçait pourtant. Et là, ça devient du pur jus juridique. Mais encore une fois, si on veut vraiment tout comprendre, il faut en passer par là. Dans ce traité, le Conseil des ministres de la CE, représentant les intérêts des États membres, est pris en tenaille entre la Commission, organe indépendant et représentant les intérêts communautaires qui a le monopole et l'initiative des lois, et la Cour de justice qui a le monopole de l'interprétation du droit et qui se révélera juge et partie. Autrement dit, le Conseil est entre le marteau et l'enclume, d'autant plus que chaque État qu'il compose voit son poids décisionnel diminuer arithmétiquement en fonction des adhésions de nouveaux États membres et mécaniquement à cause de nombreuses clauses du traité de Rome qui prévoient le passage de l'unanimité à la majorité qualifiée pour la prise de décision. Prenons l'exemple de l'article 20. Dans le cas où, dit-il cet article, pour certains produits un accord n'aurait pu intervenir dans ces délais, le Conseil statuant sur proposition de la Commission à l'unanimité jusqu'à la fin de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite, fixe les droits du tarif douanier commun. Alors c'est un effet de cliquet non-retour, le grignotage incessant, et ce type de disposition transitoire se retrouve dans les articles 14, 21, etc. partout. Oui, je me suis fait chier. Une disposition ingénieuse est insérée de plus à l'article 149 pour confirmer ce pouvoir de la Commission européenne, représentant les seuls intérêts de la communauté, lorsqu'en vertu du présent traité, un acte du Conseil est pris sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut prendre un acte constituant amendement de la proposition qu'en statuant à l'unanimité. Cette disposition est destinée à garantir tout simplement à la Commission d'avoir une réelle influence et à préserver l'intérêt fédéraliste contre les États. Ça permet le suivisme. Le Conseil des ministres pourra statuer à la majorité qualifiée s'il suit sans l'amender la proposition de loi de la Commission, et à défaut à l'unanimité, ce qui est plus dur. Suivre la Commission permet d'éviter un blocage décisionnel, car l'obtention de l'unanimité est forcément beaucoup plus compliquée. Et ça remettrait en cause l'existence même de la construction européenne par analogie au cliquet qui est un mécanisme empêchant un système de revenir en arrière et le forçant implicitement à aller de l'avant. La construction européenne inflige un effet de cliquet non-retour au pouvoir décisionnel de l'État. Il décroisse constamment sans que jamais cette tendance ne puisse être inversée. Et la Cour de justice d'affirmer audacieusement que, dans la mesure où, une fois exercées, les compétences de la communauté sont considérées alors comme irréversibles et non soumises à caducité. Le curseur va toujours dans le même sens et ce n'est pas tout. Généralement, les juges sont portés à cause de l'obscurité des textes ou de leur carence à dire le droit applicable. Ils sont alors des quasi-créateurs de droit, c'est un fait. Le traité de Rome va pernicieusement jouer sur ce point en mettant en place des organes, c'est-à-dire une assemblée, un conseil, une commission, une cour de justice qui ont le pouvoir de faire du droit, de l'interpréter, d'en sanctionner le non-respect et d'en forcer l'exécution. Mais hypocritement, rien dans le traité ne précise les règles à appliquer en cas de conflit de choc inévitable entre les normes juridiques issues de ces institutions communautaires et les normes juridiques nationales. Qui tranche ?
Elle interprète en l'occurrence la Cour de justice, qui va alors créer du droit, tordre le traité comme pour l'essorer et lui faire dire même ce qu'il ne dit pas alors qu'il en dit déjà assez, autant que la grande liberté d'interprétation de cette Cour le lui permet. Et pour cette Cour machiavélique, la fin justifie les moyens. Pour construire bien sûr une Europe supranationale. Et il faut évidemment des compétences communautaires étendues. Un droit communautaire plus fort que les droits nationaux, et en conséquence, il faut que le droit communautaire dans son ensemble puisse être applicable directement en droit interne pour ne pas être à la merci des gouvernements nationaux qui pourraient le vider de sa substance en le transposant, et de plus qu'une fois applicable, il soit effectivement appliqué sans qu'un juge national ne le remette en cause en vertu d'une norme de droit interne contraire, et que la Cour soit saisie enfin pour pouvoir dire le droit applicable. Alors, problème numéro 1, le traité prévoit des compétences communautaires limitées. Qu'à cela ne tienne, la Cour de justice va augmenter en toute impunité les pouvoirs de la communauté économique européenne, c'est la théorie des pouvoirs implicites. On reconnaît à la CE des droits qui n'existaient pas, mais qui apparaissent comme une conséquence logique des pouvoirs confiés, soit directement ou indirectement, ou actuellement ou potentiellement, dit-elle dans un arrêt. Le sous-titre, c'est « On m'a donné la pomme, le verger est à moi ». Cette absurdité amène la Cour à exercer un droit de regard sur des pans entiers de législation nationale, c'est un cheval fou lancé au galop. En conséquence, on assiste à une extension infinie des compétences de la CE à cause de cette théorie des pouvoirs implicites. Problème numéro 2. Le traité ne prévoit que l'applicabilité directe en droit interne, en droit national, d'une catégorie de normes communautaires, les règlements, et ne dit rien sur les rapports du droit communautaire et des droits nationaux pour savoir qui prime en cas de conflit. Qu'à cela ne tienne, la Cour généralise en toute impunité le principe de l'effet direct, permettant que toute norme communautaire pénètre le droit national sans que l'État puisse s'y opposer. Elle rentre directement en droit interne. Puis la Cour a découvert d'on ne sait où le principe de primauté absolue du droit communautaire sur tous les droits nationaux, Constitution comprise. On aurait voulu créer un droit parasite, on se s'y aurait pas pris autrement. Problème bonus, la Cour ne peut officier que si elle est saisie. Et elle ne peut dire le droit applicable en tant qu'interprète du traité que si, notamment, mais essentiellement, elle est saisie par la Commission pour action en manquement contre les États qui ne respecteraient pas leurs obligations. Mais c'est une procédure qui est longue et complexe. La Cour peut également dire le droit applicable dans le cadre de la procédure de la question préjudicielle, c'est-à-dire une question lui est posée par une Cour nationale à l'occasion d'un litige national impliquant le droit communautaire. C'est une procédure obligatoire pour les juridictions suprêmes et l'avis de la Cour s'imposera à l'égard de tous, les juridictions nationales devant s'y plier. Mais la Cour est beaucoup trop peu saisie à son goût. Et d'après les traités, les violations de leurs obligations par les États membres ne peuvent être soumises à la CJCE que par le biais des recours en manquement, procédure longue et complexe. Qu'à cela ne tienne, qu'est-ce que le droit après tout? La Cour censée veiller au respect du traité le viole en étendant abusivement la faculté qu'elle a d'être saisie, elle utilise l'avis préjudiciel pour condamner les États en faisant appliquer la sanction, c'est-à-dire l'annulation des actes nationaux litigieux par les juges nationaux. Autrement dit, la Cour de justice, par un détournement de procédure, par une honteuse violation de cet odieux traité ultralibéral, alors même qu'elle doit les faire respecter, elle érige les particuliers en agents de la mise en œuvre du droit communautaire à cause de l'effet direct des normes communautaires. Elles vont être invocables et opposables directement par et aux citoyens et rapproche la communauté d'un système fédéral où les cours suprêmes ont le pouvoir d'annuler les règles législatives des États fédérés quand elles contreviennent au droit fédéral. De fait, le droit originaire et le droit dérivé issu du traité de Rome de 1957 remplacent peu à peu le droit national sans que l'État ait réellement son mot à dire, sauf à dénoncer le traité ou à défaut à faire de l'obstruction comme l'a fait Charles de Gaulle qui tactiquement et à tort pensait pouvoir rééquilibrer les forces
en faveur de la France. Les juridictions nationales ont finalement capitulé, abandonnant la théorie de la loi écran, qui assurait la suprématie des lois nationales contraires et postérieures à un traité, dont les traités communautaires. Pour les juges nationaux, non pas pour la Cour de justice, seule la Constitution demeure néanmoins supérieure au traité, car les juges français tirent leurs compétences de celle-ci. Ils entreraient sinon en lévitation, comme disait un constitutionnaliste. Toutefois, le Conseil constitutionnel, qui n'hésite pas à violer la Constitution lui aussi, a estimé qu'il faut alors réviser la Constitution, car intégrés dans la Constitution, ces traités font alors partie de la Constitution. Ils sont plus inconstitutionnels. Vous devinez la suite, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur Mitterrand et le coup d'état permanent. Je vous la donne en mille, les traîtristes ont contourné par ce moyen l'obstacle constitutionnel. Ils l'ont fait avec les révisions constitutionnelles de 92, 99 et 98, toutes validées par le Parlement, qui ont permis la constitutionnalisation des traités européens. Des trahisons sans nom. Du coup, il faut bien comprendre une chose, la France n'est pas dans l'Union européenne, c'est l'Union européenne qui est dans la France, comme dans les autres pauvres pays. L'Union européenne est un parasite impérialiste, c'est le ver qui est dans la pomme, et pas l'inverse, je précise. Du coup, je conseillerais pas l'emploi du mot Frexit, mais de you exit, you te barre, you te casse, you dégage. La France part pas de chez elle, elle va pas soulever sa petite robe et aller faire trempette plus loin dans l'Atlantique, ça n'a pas de sens. C'est le parasite qu'il faut dégager, le ver qu'il faut sortir de la pomme. Parler de Frexit, en plus, c'est concéder le primat à ce qu'on dénonce pourtant, c'est concéder le caractère subsidiaire de la France et c'est faire montre d'incompréhension intellectuelle et d'incurie psychologique. C'est une erreur terrible, c'est contre-productif, ça soulève la somme de toutes les peurs en faisant bouillir nos biais cognitifs dont j'ai déjà parlé, peur du manque, de la menace, du rejet, de l'invulnérabilité, de l'incertitude et du doute. Argument repris avec malice, bien sûr, par tous les pro-fédéralistes. Bref, les conséquences de ce ralliement des juridictions nationales ont été considérables. Elles ont permis l'introduction pleine et entière dans le droit français du droit communautaire. La dernière digue a sauté, la Cour de justice a sabré le champagne. Enfin, on arrive au bout de l'enfantement, à partir des années 70, après le départ du général de Gaulle, les gouvernants utilisent abusivement à cette époque l'article 235 du traité de Rome. Les racailles aiment les détournements de procédure pour approfondir et étendre la construction européenne à l'union économique et monétaire. Ainsi, le règlement 907-73 du 3 avril 73, instituant le Fonds monétaire, pris sur le fondement de cet article, affirmait que la réalisation de l'union économique et monétaire constitue un objectif du traité, ce qui est faux. Passer d'un marché commun à une union économique et monétaire ne va pas de soi. Ce n'est pas dans le traité de Rome, comme on l'a vu, il faut une volonté politique. Mais les gouvernants des États membres et les institutions de la communauté sont d'accord pour empêtrer les États dans ce grand foutoir, car peu à peu les décisions sont imposées à l'État dans des domaines toujours plus nombreux et importants à cause du vote à la majorité qualifiée qui se généralise. Voilà, vous avez toutes les armes intellectuelles pour comprendre et je vous remets là le schéma des tentatives fédéralistes pour resynthétiser le tout. C'est vraiment capital à comprendre. Et dans la prochaine vidéo, on verra que la stratégie patiente d'intégration sectorielle où on grignote peu à peu les compétences des États pour nourrir la bête fédéraliste, c'était beaucoup trop lent au goût américain après toutes ces tentatives avortées de fédéralisme du coup. Et pour d'autres raisons, ils se sont dit qu'accélérer l'endettement des États grâce à la financiarisation de l'économie permettrait d'accélérer la venue d'un gouvernement mondial, tant désiré par Churchill et les parasites fédéralistes, qui ont pu faire passer leur traité de Maastricht et Lisbonne au prix de détournements de procédures et de violations sans nom de la Constitution et de la démocratie. Nous voilà donc pieds et poings liés, aux mains de générations de traîtres, ne puissent agir soumis jusqu'à l'os à l'économie de marché capitaliste ultralibérale et son corollaire, la dette publique, répandue sur le monde grâce à la victoire de nos sauveurs américains et derrière eux surtout la finance apatride qui construit son empire universel. C'est ce qu'on verra la prochaine fois. Merci de votre écoute si vous êtes encore là et à bientôt.